Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle narrative crypto qui va tout exploser sur l'année 2024. Mais juste avant ça, comme d'habitude, on va se faire notre petit point de marché quotidien pour terminer la semaine en beauté. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe, le lien est en bio et en description. On va commencer avec un petit point sur le marché crypto ce matin, un marché crypto assez hétérogène comme vous le voyez actuellement à l'écran avec BTC, Ether et certains alts en difficulté, pendant qu'une autre partie du marché se porte très très bien, à l'image du FTM notamment, accompagné du Doge, du XTX ou encore d'ICP. On a donc un marché hétérogène segmenté mais qui va nous proposer un certain nombre d'opportunités aussi sur cette fin de semaine, mais c'est vrai que c'est pas forcément sur Bitcoin qu'on va avoir le plus de choses à faire. En effet, pour le moment, Bitcoin, il est toujours bloqué sous cette zone des 68 500, 69 000 dollars. De ce fait, et tant qu'on reste bloqué sous ce niveau-là, je m'attends plutôt à un retour sous les 59 000. Effectivement, pour moi, il serait nécessaire de venir swept cette zone et de récupérer tous les ordres en attente qu'il y a sous ces niveaux-là. L'autre scénario, qui peut très bien arriver, c'est qu'on reprenne appui sur cette zone de résistance en venant récupérer cette buy side, auquel cas on pourra ensuite viser des targets plutôt en direction des 75 000 dollars. Mais vous l'avez compris, pour le moment, trop de doutes, trop d'indécision et trop d'incertitude sur Bitcoin pour envisager une prise de position plus précise que ça pour le moment. Vous le savez, en plus de ça, on est vendredi. À l'approche du week-end, j'ai tendance à plutôt limiter mon exposition au marché plutôt que de vouloir la renforcer. Donc je vais plutôt rester calme et rester dans une optique de préparation de scénario pour la semaine prochaine. Sachant que malgré que je sois en phase de stand-by, on va dire, sur Bitcoin, je suis quand même plutôt bien exposé au marché, notamment via ma position acheteuse sur Ethereum que j'ai depuis le début de semaine. D'accord ? Donc là, contrairement à BTC, je vous l'ai déjà expliqué, pour moi sur Ethereum, on a déjà eu le bottom local, d'accord? Et donc c'est une position qu'on va essayer de hold le plus loin possible, le plus longtemps possible. Bien évidemment, pour ça, il va aussi falloir que la dominance du Bitcoin continue de retracer et qu'on ait un véritable rebond sur ce niveau technique en weekly sur la paire, Ethereum BTC. Au-delà de cette position sur Ether, j'ai aussi quelques trades sur les alts, avec notamment cette position sur l'AVAX que je vous ai présentée hier et que l'on a prise dans le serveur Discord en début de semaine. Je suis toujours en attente sur le Matic et sur le DYDX qui n'ont pas encore récupéré mes prix d'entrée. Je suis toujours acheteur sur le FTM qui nous présente des performances absolument extraordinaires cette semaine. Mais attention, qui arrive sur un nouveau niveau de résistance important en weekly. Donc on va surveiller dans les prochains jours. Soit eh bien, on va être rejeté sur ce niveau de résistance, auquel cas on pourrait potentiellement revenir tester le précédent en direction des 66 centimes, ce qui serait d'ailleurs un très bon point d'entrée pour ensuite aller chercher plus haut. Soit eh bien, on va être directement capable de casser ce niveau de résistance. Et dans ce cas-là, eh bien, j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas grand-chose pour nous arrêter justement avant la TH et pour aller chercher la TH. Donc FTM à garder en surveillance dans les prochains jours puisque c'est quand même l'un des top performeurs du moment. Je suis aussi en observation sur le Tao et je m'apprête potentiellement à rentrer en position. Effectivement, on a une configuration très 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 intéressante sur le Tao qui pourrait potentiellement nous permettre de repartir à la hausse en direction des 743 dollars. Alors là, on est venu chercher ma zone, on est venu chercher mon prix d'entrée, mais attention, j'attends encore des confirmations, j'attends une rejection sur ce niveau pour pouvoir rentrer en position. Pour le moment, c'est un petit peu trop tôt selon moi. C'est un setup que je vous ai présenté là aussi dans le serveur Discord. Je vous tiendrai au courant justement dans le Discord de si oui ou non je prends la position et surtout à quel moment. D'accord ? Très 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 important de comprendre ça. Bon, au-delà de ça, sinon sur le marché crypto, il faut rester quand même assez attentif à la situation, notamment du côté de l'order flow. D'accord ? On voit que effectivement depuis le milieu de semaine, début de semaine, on a une reprise des achats sur les spots, sur les CVD, mais on reste tout de même sur un delta négatif. Donc les acheteurs n'ont pas encore totalement repris la main sur le marché. Et puis on a des vendeurs qui essayent d'enfoncer le prix, et bien justement sous les 60 000 dollars. On le voit notamment avec le comportement de l'open interest et des fundings. Donc raison de plus pour laquelle on va être particulièrement prudent
dans les prochains jours et probablement qu'on refera seulement des prises de position à partir du début de semaine prochaine. On va désormais pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels et ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vous présenterai en troisième partie la nouvelle narrative crypto de cette année 2024 qui est pour moi énormément de potentiel. Alors pour parler un petit peu des marchés traditionnels, on va parler d'Apple. Ce matin, Apple qui est en grosse difficulté dernièrement, des difficultés qui s'accentuent sur les derniers jours. On le voit notamment du côté de sa capitalisation boursière. C'est l'action des 7 magnifiques et plus précisément du Big Five des capitalisations de la tech américaine qui est le plus en difficulté. Alors que Microsoft est en pleine bourre, alors que Nvidia est en train de rattraper les deux géants, eh bien Apple, lui, est un peu en difficulté. On le voit très très bien ici, et puis on le voit aussi si on regarde les performances d'Apple vis-à-vis du S&P 500. C'est clairement une des actions qui sous-performe le S&P depuis plusieurs mois maintenant. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pas anodin. Ça s'explique par plusieurs raisons, sur plusieurs paramètres. Déjà le fait que Apple ne s'est pas véritablement lancé dans la course à l'intelligence artificielle, contrairement à ses concurrents directs comme Microsoft, Nvidia ou encore Google. D'accord. Apple a aussi abandonné des projets de développement, on en parlait ce matin, notamment des projets de développement autour d'un véhicule électrique. Ok. Donc, il y a certaines problématiques auxquelles ils font face et le marché le ressent. Et le marché punit très rapidement lorsqu'il y a ce genre de problématiques. Alors, il va falloir très très rapidement que Apple se remette à niveau. Et alors, pourquoi je vous parle de ça aussi? Parce que forcément, quand on a des géants comme ça de la tech qui sont en difficulté, ça peut avoir un impact, ça peut avoir des répercussions et ça peut créer une certaine pression vendeuse sur les indices. Alors là, ça va parce que ce comportement négatif d'Apple est compensé par ceux de Microsoft ou encore d'Nvidia. Mais si on était amené à avoir d'autres géants de la tech américaine qui se retrouveraient en difficulté, ça pourrait justement amener peut-être un petit peu de pression vendeuse, baissière sur le S&P 500, mais aussi potentiellement sur le Nasdaq. Ok ? Autre petite information ce matin d'un point de vue économique, cette fois-ci du côté asiatique, on va parler du Japon. Ok, je vous en avais parlé début de semaine déjà du Japon avec la banque centrale justement japonaise qui pour la première fois depuis 2007 avait rehaussé ses taux d'intérêt directeurs et pour la première fois depuis 2016 les taux directeurs japonais repassaient justement au-dessus, enfin repassaient en positif. Alors ça s'explique principalement par une reprise de l'inflation. D'ailleurs, on a eu ce matin les chiffres, enfin cette nuit, les chiffres de l'inflation au Japon, donc qui comme prévu s'envolent à 2,8% contre 2% précédemment. Qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Eh bien, on a le Nikkei, donc l'indice japonais, qui s'envole à plus de 41 000 points. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des données macroéconomiques qui sont évidemment importantes, et puis parce que potentiellement, ça va nous apporter un certain nombre d'opportunités. Donc c'est vrai que le Nikkei, c'est pas un actif que je trade en règle générale, mais c'est potentiellement un actif que je vais ajouter à ma liste de surveillance, étant donné qu'il y a de l'action, étant donné qu'il y a des opportunités qui se créent. Ça va être quelque chose qu'on va surveiller dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ok? Pour revenir du côté américain, donc après le FOMC particulièrement rassurant de Jérôme Powell, hier nous avions une journée marquée par les chiffres de PMI aux États-Unis, PMI manufacturier et de services. Des chiffres qui ont été plutôt bons, malheureusement ils ont été masqués par des résultats autour des PMI, vente au détail, inscription hebdomadaire au chômage, indice de la fête de Philadelphie, qui eux n'ont pas été bons. Mais si on s'attarde uniquement sur les chiffres PMI, ils sont plutôt encourageants en fait. On reste dans des niveaux d'expansion économique, mais dans le secteur des services, qui était le secteur où l'inflation avait le plus de mal à reculer, eh bien on a un petit repli d'activité économique, ce qui aurait pu être favorable au marché. Mais encore une fois, ça a été masqué, caché, par d'autres données macro qui, elles, n'ont pas été bonnes du tout. Et d'ailleurs, on l'a ressenti immédiatement avec un taux à 10 ans qui est reparti très vite à la hausse, et surtout le dollar. Le dollar qui repart à la hausse d'une manière absolument fulgurante. Au final, je ne m'étais pas trompé sur mon analyse de début de semaine et sur celle de la semaine dernière. Alors oui, le fait que Powell ait été plus rassurant que prévu a fait qu'on a eu une détente du dollar un peu plus importante que ce que j'avais imaginé. Mais mon plan de continuation haussière sur le dollar au vu des pressions inflationnistes était tout à fait correct. Et le dollar continue de s'envoler. Ce qui nous permet de continuer de réaliser de beaux bénéfices, notamment sur EURUSD, sur lequel on a repris une position du coup mercredi soir et qui se dirige tout droit vers notre dernier TP. Le gold aussi est directement concerné par cette remontée du dollar, même s'il est un petit peu plus résilient
que l'euro USD, d'accord, enfin que l'euro face au dollar du coup. Mais là du coup sur le gold, j'ai pas de position pour le moment de prévu. Ok, je pense qu'on verra ça plutôt pour début de semaine prochaine. Tant qu'on est sur les matières premières, petit point sur le pétrole, qui lui aussi d'ailleurs amène un certain nombre de pressions inflationnistes aux États-Unis, puisqu'il est sur une performance entre 15 et 20% de hausse sur les 4 derniers mois, ce qui est quand même pas du tout anodin. On est toujours dans l'attente de ce scénario avec notre prix d'entrée qui se situe un petit peu plus haut et qui nous permettrait potentiellement par la suite de venir récupérer cette zone sur laquelle on a laissé énormément de liquidités. Au-delà de ça, les indices par contre, eux, restent particulièrement haussiers, que ce soit sur les indices américains avec le S&P, le Nasdaq ou encore le Dow Jones. D'ailleurs, sur Dow Jones et S&P, j'aimerais bien qu'ils reviennent tester en fait les structures qui ont été cassées mercredi soir au moment du FOMC, donc aux alentours des 39 300 points pour le Dow et aux alentours des 5 190 points pour le S&P 500. On verra si c'est le cas sur cette dernière session cet après-midi ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra plutôt prévoir pour la semaine prochaine. Du côté des indices européens, c'est la même chose. On a des indices qui restent particulièrement forts et notamment sur le DAX qui a été propulsé ce matin par de nouveaux bons résultats macroéconomiques avec les chiffres IFEO qui ont été publiés en Allemagne et qui, contre toute attente, ont été particulièrement bons. Hop, on va les afficher si ça veut bien. Voilà. Des chiffres IFEO qui ont été particulièrement bons, alors que les estimations n'étaient pas forcément si rassurantes que ça. Voilà, je suis toujours assez surpris de ces résultats, étant donné que l'Allemagne est quand même dans une situation économique particulièrement compliquée en ce moment. Je suis assez surpris, mais du coup on a toujours ce niveau de décorrélation important entre la situation de marché et l'économie réelle. Cet après-midi, pas de gros catalyseurs macroéconomiques, mais un nouveau discours de Jérôme Powell à 14h qu'on suivra en direct bien évidemment avec l'ouverture de la session, de la dernière session de Wall Street de cette semaine. Pour le moment, le VIX qui est reparti beaucoup plus bas suite au discours rassurant de mercredi soir de notre cher Jérôme Powell. Mais attention, pour moi, c'est pas impossible qu'on ait un regain de stress et de volatilité sur les marchés dans les prochaines semaines, sachant qu'on a une très grosse semaine qui nous attend la semaine prochaine avec la croissance et les chiffres PCE aux États-Unis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, les amis. Donc, comme je vous le disais, on se retrouvera à 14h pour suivre le discours de Powell en direct. Et puis à 18h, vous aurez un petit live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Et on va terminer du coup avec la dernière partie de cette vidéo, celle qui vous intéresse le plus, j'imagine, cette nouvelle narrative pour cette année 2024. Alors, nouvelle, évidemment, tout est relatif. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler parce que c'est quand même quelque chose de très présent dans l'écosystème crypto. Mais c'est une narrative qui n'a pas été du tout mise en avant jusqu'à maintenant. On en entend relativement peu sur les réseaux, on en entend relativement peu dans les médias. Et pourtant, c'est une narrative absolument extraordinaire. La narrative Chain Abstraction, donc abstraction de chain. Alors, il y a plein de projets super intéressants que l'on va vous présenter et qu'on va travailler avec vous dans le serveur Discord au sein de cette narrative. Le projet phare pour moi de ce secteur, c'est le NEAR Protocol. C'est d'ailleurs un projet que j'apprécie particulièrement. D'accord. On va faire d'ailleurs un petit point technique sur le NEAR, étant donné que je vous en parle. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu la zone dans laquelle on est en weekly. Alors le NEAR qui a déjà proposé de très très belles performances jusqu'à maintenant et qui a passé plusieurs niveaux de résistance assez intéressants. Et là, on vient d'échouer un petit peu sur un niveau important. Donc potentiellement, si on a de la respiration, je pense sur ce niveau-là, des 4,42$, ça pourrait être un prix d'entrée très très intéressant pour le NEAR. Alors évidemment, quand je vous dis ça, ce n'est pas du conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais, d'accord ? Mais on va essayer d'identifier ensemble, là, ce matin, quelques niveaux intéressants sur le NEAR. Ok ? Donc là, il y en a un ici. Pour moi, il y en a un autre ici qui peut être intéressant. Voilà, sur lequel on est actuellement. Ok ? Donc voilà potentiellement les différents niveaux sur lesquels on pourrait envisager de se positionner. Bon, il est déjà bien monté, on est quand même sur des niveaux de performance assez fous, mais voilà, il nous reste quand même 200% de hausse à faire juste pour revenir chercher notre ATH. Et très clairement, moi, le NEAR, c'est un projet qui, je pense, peut très largement dépasser son ATH. Ok ? Alors, pourquoi cette narrative, je la trouve particulièrement intéressante ? Bah parce que en fait, ça va proposer une expérience et des produits pour les utilisateurs ultra intéressants. Si vous voulez, aujourd'hui, pour que la démocratisation se fasse, pour que l'adoption du grand public se fasse, il ne faut pas seulement que les infrastructures soient de qualité. J'ai envie de dire, l'utilisateur lambda, l'infrastructure, il s'en tape un peu. Ce qu'il va vouloir, c'est une expérience, un parcours client, un parcours utilisateur et des produits de qualité,
intuitif, ergonomique et facile d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Chain Abstraction, on va pouvoir réutiliser des modèles qu'on retrouvait dans le Web 2, mais les implanter dans le Web 3. C'est-à-dire un seul compte utilisateur qui va être le compte maître et sur lequel on va pouvoir interconnecter d'autres réseaux, d'autres blockchains et d'autres wallets, par exemple. Donc ça va résoudre un certain nombre de problématiques, un certain nombre de limites qu'on a actuellement dans le Web 3, je pense notamment dans le secteur de la DeFi. Et puis en plus de ça, eh bien, cette narrative va utiliser des technologies particulièrement intéressantes, comme notamment le Zero Knowledge, dont on vous a déjà parlé un certain nombre de fois dans le serveur Discord et à travers nos différentes vidéos. Donc par exemple, on peut avoir dans le Web 2, on peut avoir un seul compte utilisateur qui va être associé à un numéro de téléphone, à une adresse mail, à une adresse. Et là, on va pouvoir faire la même chose, mais du coup dans le Web 3, avec un seul compte utilisateur qui va être associé à différents réseaux, à différents wallets. Et ça, c'est super intéressant et c'est justement ce que je vous disais. Ça amène à une expérience, à un parcours client, à un parcours utilisateur et à des produits d'utilisation concrets qui vont permettre une adoption et une démocratisation à grande échelle. Donc je vous ai parlé d'Unir, mais évidemment, il y a plein d'autres projets particulièrement intéressants dans cette narrative qu'on va travailler avec vous tous ensemble dans le serveur Discord. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le rejoindre. Et si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi dans les commentaires puisque je pourrais vous faire une autre vidéo plus approfondie, plus détaillée sur ce sujet-là. D'ailleurs, dites-moi si cette narrative vous intéresse. Alors évidemment, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Les RWA, l'IA, le Deepin, il y a plein de narratives super intéressantes. Mais c'est vrai que celle-ci, pour moi, est encore aujourd'hui un petit peu sous-évaluée, un petit peu sous-cotée. On n'en parle pas tant que ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà, je terminerai cette vidéo sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à me faire des retours, à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous attends dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end pour ceux que je ne reverrai pas. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.